Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de State, donc d'état de React, qui va nous permettre de voir vraiment comment faire des applications web dynamiques. Hein? Donc, jusqu'à présent, on travaille avec le templating, ça allait bien, mais là, on va vraiment voir comment avoir des données qui changent à l'intérieur de notre application, puis comment est-ce que React est capable de travailler avec ça. Donc, on commence, on va se créer juste une application dans laquelle on va travailler, comme d'habitude. Une affaire qui est important à savoir aujourd'hui, c'est que la technologie qui travaille avec les states dans React, il y a deux outils qui sont utilisés pour ça. Donc, le principe de state peut être utilisé avec les classes de React. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu qui était comme la première version de React qui était utilisée, puis qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui. Puis, on a une nouvelle version du state qui utilise un mécanisme qui s'appelle les hooks, donc qui permet d'avoir des fonctionnalités que tu invoques juste quand tu en as besoin. La problématique, le principe, c'est qu'on va montrer l'utilisation de hooks pour utiliser l'état de React, parce que c'est la version moderne, c'est ça que tout le monde utilise. On est en train de délaisser la version avec des classes. La problématique, c'est que la documentation officielle de React, donc qui était sur le site de react.js, quand tu t'en vas voir les principes fondamentaux du state, ça utilise l'ancienne version avec les classes, pas celle avec les hooks. Ce qui porte à confusion, parce que tu sais, on est comme, ok, ben voici les principes, mais c'est pas la syntaxe qu'on va utiliser, puis après ça, on voit comme la nouvelle syntaxe, puis c'est comme un peu broche à foin. Fait que, puisque le site de React lui-même, le site de documentation, est en licence libre, ça veut dire que n'importe qui peut le prendre puis le modifier comme il veut. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de reprendre le site puis de refaire la documentation avec les pratiques modernes. OK? Fait que c'est la même documentation qu'on va aller voir. Donc, dans la partie doc, on a les mêmes éléments, puis on va aller voir dans nos concepts le state puis le lifecycle. Mais nous autres, on va aller voir la version avec les exemples qui utilisent les hooks. Ici, on va documentation avec hooks. Fait qu'il y a quelqu'un qui a déployé ça pour qu'on puisse regarder ça avec des hooks. Fait que le principe, si on regarde un peu où c'est qu'on est rendu, on a travaillé à travers les composants de base de React. Dans les prochains cours, on va aller regarder... aujourd'hui, on va regarder comment gérer les états de React, puis aussi comment travailler avec des événements. Parce que si on veut avoir un élément dynamique, il va falloir du code qui est activé par un clic de quelque chose, un bouton, quelque chose de spécial. Puis après ça, il va nous rester deux autres cours, un pour les formulaires, puis un pour un peu le restant, l'affichage conditionnel, puis les listes. Fait que il nous reste 3 cours de React, puis après ça, on va pouvoir entamer un projet d'envergure, où c'est que je vous dis, voici ce que je veux, puis là, vous allez pouvoir travailler à partir de ça. Fait que, on s'en va chercher le principe du state. Fait qu'on va travailler avec un petit exemple qui va nous permettre de bien voir comment est-ce que le state fonctionne. Puis après ça, on va aller accrocher ça à des événements. Fait que on va ici partir notre application. Donc, on a notre arborescence habituelle, où c'est qu'on a notre index.js. À l'intérieur, on a notre application qui est importée. On a ici, on va remettre ça ici. On a notre application elle-même qui est une fonction de component, un composant de React qui est une fonction qui retourne du JSX, puis qui va exporter cet élément-là pour être utilisé quelque part d'autre. Donc ça devrait être pas mal reconnu. Il ne devrait pas avoir de problème. Fait que nous autres, on va se
fournir un peu d'un élément, on va essayer de réimplémenter la fonctionnalité qu'on avait vue avec l'horloge la dernière fois. Okay? Donc, la dernière fois, on avait vu ce... On va l'ouvrir un petit peu pour que ça soit en ligne. Donc, on avait vu ce code-là la dernière fois. Donc, on avait vu la fonction donc, qui roule dans un script quelconque, la fonction setIntervalle, qui est une fonction de JavaScript pur, qui te dit donne-moi un nom de fonction, puis donne-moi un intervalle, puis moi, je vais appeler cette fonction-là à tous ces intervalles-là. Okay? Fait que le principe, c'est qu'on avait la fonction tick qui était invoquée à toutes les secondes, puis la fonction tick, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle crée un élément de JSX dans lequel on a une évaluation du temps courant, puis on invoquait notre render qui renderait notre élément dans nos documents, dans la balise route, puis qui faisait afficher à chaque seconde la nouvelle heure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu initialement dans les principes fondamentaux de React. Là, ici, on va voir comment transformer ça pour être capable de le faire avec des états, des states de React. La problématique ici, c'est que en ce moment, le React DOM Render, ça va refaire toute la page, okay, ce qui peut être très problématique quand on a beaucoup d'éléments. Là, on en a juste un petit, là, ça ne serait pas si pire, là, mais si tu penses à Facebook, si à toutes les secondes, la page au complet se rafraîchirait, c'est pas exactement la méthode qu'on veut avoir. Là, okay? Donc, React, une de ses grandes forces, c'est d'être capable de réagir. Hein? Ça le dit dans son nom, ça react. Donc, on va aller voir comment importer ça. Donc, on va aller travailler avec un principe de, OK, on va repartir avec nos connaissances, on va réimplémenter l'horloge, puis on va voir comment est-ce qu'on peut l'agencer, puis la reconstruire avec quelque chose qui va se modifier à travers le temps. Fait que on va commencer, puis on va travailler, on va se créer un petit fichier à part, hein, donc on va se créer un function component qui va être notre horloge. Comme il faut, le copier-coller, il y a eu de la misère. Et puis en fait, ça c'est, si je fais ça de même, là, puis je fais, merci. Fait que on a ici, bon, notre horloge, on avait vu, puis pour bien finir ça, donc on a un function component. Comment je sais que c'est un function component? J'ai deux éléments. Ce que je retourne, c'est des balises en JSX, okay, qui est comme du HTML pour JavaScript. Puis, comme seul paramètre d'entrée, j'ai des props, duquel je peux aller chercher des éléments que je vais pouvoir envoyer quand je vais utiliser ce component-là quelque part d'autre. Fait que ici, on a le props date qui va être utilisé. Donc moi, je vais vouloir aller dans mon application principale, utiliser mon clock, puis je vais vouloir envoyer l'information date à cet élément-là. Fait que ici, c'est un peu un rappel de qu'est-ce qu'on a vu là. Fait que moi, j'y envoie une nouvelle date. Ça, c'est une date JavaScript. Puis avec ça, ok, là, ça ne marchera pas parce que clock en ce moment n'existe pas dans mon fichier app. C'est à moi de l'importer. Puis à ce point-là, on a une application qui m'affiche l'heure courante une fois. Puis, ben, si je veux la faire rafraîchir, c'est à moi de rafraîchir la page au complet
OK? Puis ça réinvoque l'application complète qui crée une nouvelle date, puis c'est utilisé comme propriété. OK? Fait que ça, c'est l'étendue de ce qu'on connaît jusqu'à date. Right? Là, ce qu'on veut être capable de faire, c'est transformer cet élément-là pour que ce soit un élément dynamique. OK? Donc, soit j'envoie une nouvelle date à toutes les secondes, ou ce qu'on va être capable de faire, en fait, c'est que le component lui-même va être capable de faire la gestion de sa propre information qui tient avec. Fait que ce qu'on va vouloir utiliser, c'est une fonction, OK, qui utilise un mécanisme interne qui appelle les hooks. Donc, c'est une fonction que je vais vouloir utiliser qui fait partie de la librairie de React. Fait que la première chose que je vais vouloir rajouter, c'est dans mon clock. Ici, j'ai importé ma librairie de React. Ben, je vais vouloir importer une fonction spécialisée de cette librairie-là. Fait que pour importer une fonction spécialisée, il faut que j'utilise dans le module d'import des accolades, puis à l'intérieur des accolades, le nom de la fonction que je veux utiliser. Fait que ici, on a du module React, on a la classe React qui est importée, mais je veux, en plus de ça, importer la fonction useState, okay, qui va être notre fonction fondamentale pour créer des contenants qui vont pouvoir avoir des éléments variables. Okay, fait que le principe, c'est que quand on travaille avec des états en React, à la place de juste déclarer une variable, c'est pas assez. Il faut une variable spéciale qu'on appelle un state, puis il nous faut une fonction qui va gérer ce state-là. Fait que comment est-ce qu'on utilise cette fonction-là? Fait que là, le principe, c'est qu'on a le droit de faire des choses avant le return. Fait que j'ai le droit de déclarer des choses, j'ai le droit de faire de la computation, j'ai le droit de faire un paquet de choses avant le return. Fait que c'est ici que je vais vouloir utiliser ma fonction useState. Fait que le principe de useState, c'est que ça te retourne deux éléments. Voyons, j'ai dit deux éléments dans un tableau. Fait que nous autres, on va juste aller chercher puis déconstruire ces deux éléments-là. Fait que je vais chercher deux éléments. On va regarder ici, on va l'écrire puis on va la décortiquer par la suite. Fait qu'on a la fonction useState. OK? Pour l'instant, on ne va pas regarder le contenu, on va regarder ce que ça nous retourne. Donc, ce que ça nous retourne, c'est deux choses. Première chose, ça va être la variable que je peux utiliser. Fait que j'ai un premier élément qui va être la variable que je peux utiliser, mais faire attention, cet élément-là est en lecture seule. Je n'ai pas le droit de le modifier. OK? Deuxième chose que ça retourne, c'est un mutateur, donc une fonction set que je vais pouvoir utiliser quand j'ai besoin de modifier cette variable-là. OK, qu'on n'appellera pas vraiment variable, on va l'appeler ça un état, vraiment pour faire une distinction ici, que c'est pas juste une variable normale. Là, OK? Donc, j'ai un élément qui représente mon état, mon state, dans lequel je peux utiliser comme si c'était une variable, mais c'est en lecture seule, je n'ai pas le droit de le modifier. Puis, j'ai une fonction, okay, un mutateur, un set, que je peux appeler pour aller donner une nouvelle valeur à mon state. À partir de là, quand j'utilise mon useState, j'ai le droit de mettre une valeur initiale que je veux qu'il aille dans mon state. Oui, Francisco? Tu es muté pour l'instant. Et voilà. Ah, merci. La variable, on ne va pas l'appeler variable, elle est en surlecture. Et le mutateur va changer la valeur de cet élément-là, ouais. De cet élément-là. Ouais. Et dans le fond, on pourra le changer. Ben c'est ça. C'est possible de le changer, mais j'ai pas le droit de faire date égale quelque chose de nouveau. Compris. Okay. Merci. Fait qu'à partir de là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se débarrasser des props. OK?
Parce que le principe, c'est que le composant est capable de faire sa propre gestion de l'état. Fait que là, ici, si je regarde, OK, j'ai encore une fois le même principe. Fait que quand je rafraîchis, j'ai la date. Mais ici, c'est important de comprendre qu'en ce moment, cette date-là fait partie d'un nouveau contenant qu'on appelle le state, puis qui va contenir notre date. Si on regarde ici dans notre inspecteur, hein, j'avais installé une extension qui s'appelle React Developer Tools qui me permet d'aller voir la structure des composants de React. Puis, si je regarde mon clock, je peux voir en ce moment que dans mes hooks, ma liste de hooks, j'ai un hook de state, puis j'ai ma date à l'intérieur. Puis ça veut dire que dans mon app, je pourrais très bien avoir 2 clocks, OK? Puis chacun de ces clocks-là a sa propre information sur la date. OK? Fait que le principe... Oui, Francisco? Ça veut dire que chaque clock que tu as montré pourrait, admettons, montrer une heure différente. Exact. Mais exact. on appelle la même app. On appelle le même state, non? Ben c'est ça, c'est que chacun va déclarer son propre state. Fait que c'est comme une fonction qui déclare chacun de son bord une variable à l'intérieur. OK? Donc les deux ont un state qui représente l'heure, mais c'est 2 informations différentes. T'sais. C'est 2 informations distinctes qui pourraient modifier d'un bord puis de l'autre sans affecter l'un l'autre. C'est là que ça devient vraiment intéressant, là, que c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avec juste des template engine comme vous avez utilisé en PHP. OK? Parce que là, on commence à plus penser en orienté objet dans l'affichage. OK? Parce que le clock, là, c'est plus comme un objet. Là. OK? Il y a des propriétés, il y a des affaires qu'il peut faire. Puis, ben, si j'en ai 2, c'est comme si j'avais 2 objets qui ont leur propre setup. Puis, c'est la même représentation de choses, mais les éléments à l'intérieur, les valeurs à l'intérieur sont distinctes. Alors chaque clock que tu as là, ligne 11 et 12, c'est une instantiation différente l'une de l'autre. Exact, exact. OK. OK. Parfait. Là, ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet élément-là, c'est intégré dans le mécanisme d'affichage de React, qui se veut être un mécanisme qui essaye d'être le plus efficace possible. Fait que ça veut dire que quand je vais essayer de faire un set date, à n'importe quel moment dans mon application, c'est pas garanti que la valeur change tout de suite. Donc, dans du code, là, on va avoir des problèmes, puis comme vous m'écoutez en ce moment, mais vous ne m'entendez pas, vous allez avoir ces problèmes-là, puis on va revenir là-dessus. Mais quand on fait le set, c'est asynchrone. Ça veut dire que ça va se passer quelque part dans le futur, mais on n'est pas garanti que ça se passe tout de suite. Fait que, checkez bien ça. Si on fait juste un exemple, juste pour démontrer le principe avec un autre state. On parle d'année? Ben, on va juste aller avec un nombre, On en parle dans le temps, ça se fait pas tout de suite. On parle d'années, ça va juste faire dans habituellement, des fois même de microsecondes, mais ça peut changer des choses. Fait qu'ici, fait que si j'ai besoin d'avoir un autre conteneur qui contient du state, je peux très bien faire ça comme ça. Fait que, checkez bien ça. J'ai ici setNB. Fait que setNB, c'est une fonction qui me permet de recevoir une nouvelle valeur. Fait que, mettons, je fais set, puis je peux avoir ça à l'intérieur. Fait que là, ici, si je dis hello world, puis je dis NB,
Ici, j'ai... Ah ouais, ici, le 7NB, comme ça, il m'aimera pas fort fort. Comment je fais pour vous le montrer d'une manière facile? Attends, je vais juste ici. Je vais montrer la dynamique un petit peu tantôt parce qu'il me faut une petite affaire de plus pour travailler avec ça. Oui, NB, ça n'existe pas, je sais, c'est correct. Excellent. Fait que, justement, là, on va aller travailler sur quelque chose qui est une partie importante. Le principe de vouloir activer quelque chose, ok, d'activer une fonction juste une première fois dans mon programme. Ok, parce que là, ici, la problématique que j'avais, attends, si je reviens, là, c'était une problématique intéressante à regarder. Fait que le principe ici, c'est que le component, ok, il va être affiché à l'écran. Puis, quand j'ai quelque chose qui va être modifié dans le component, ok, fait que si j'ai une modification d'un état ou d'un prop que je reçois à l'intérieur, ça va appeler un rafraîchissement du component. OK? Fait qu'il va rerouler au complet sa petite fonction, OK, en utilisant les nouvelles valeurs de l'état. Là, la problématique, c'est que quand j'appelle le clock, OK, j'ai dit, tu utilises le NB, puis quand tu utilises le NB, set le NB à une nouvelle valeur. Puis là, fait qu'il fait comme, ah, ben le NB, il y a une nouvelle valeur, donc je veux réafficher le component. Fait que là, en voulant réafficher le component, il repasse ce code-là, ce qui redit, OK, ben, reset le NB. Fait qu'en resettant le NB, là, il se fait dire, ah, ben là, j'ai changé le NB, fait qu'il faut que je réaffiche le component. Fait que quand il réaffiche le component, il repasse ce code-là, puis il refait le set NB. Puis là, puis on voit ici qu'on a, OK, React qui fait comme, wow. Et si tu l'envoyais 0, ça ferait la même chose? Même chose. Parce que lui, okay, il sait pas par rapport... Il sait juste qu'il y a eu une nouvelle version. Il sait pas que c'est la même valeur. Tu sais. Fait que, ici, on a une problématique où c'est qu'on veut faire une fonction une seule fois. La première fois que le component existe. OK? Je veux que ce code-là, ça soit ce code-là qui soit recalculé à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, mais je veux qu'il y ait une fonction qui soit exécutée une fois, la première fois que le component est utilisé. Fait qu'on a un autre hook qui nous permet de faire ça. OK? Fait qu'on avait un hook qui était le use state, hein, qui me permet d'utiliser un state, un container que je vais pouvoir modifier. Puis là, j'en ai un deuxième qui va être le use effect. Oui, Francisco? Ma question vient avec le state new date. À chaque fois que le temps change, j'ai un nouveau state. C'est ça? Ben, en ce moment, il n'y a rien qui se passe de spécial. OK? Parce que cette affaire-là est juste appelée une fois. Mais lui, il affiche les changements de secondes dans la page. Pas en ce moment. Donc, là. chaque... C'est ça, là. En ce moment, c'est ça qu'on essaye de... On essaye d'arriver à ça. Là. Ah, ok. Ben, c'est ça. En ce moment, on n'utilise jamais le set date encore. Ah, ok. Désolé. Ben, c'est ça. Puis la problématique, c'est que si, justement, je fais le set date ici, puis je fais, ben, c'est facile, j'ai juste à faire une nouvelle date à chaque fois que tu passes par là, tu sais. On a le même problème que tantôt, c'est que là, ça va commencer à faire une boucle infinie. Puis, il va essayer de trop rafraîchir rapidement. Puis, il est comme, non, moi, je fais pas ça. Fait qu'on veut avoir le principe de, je veux une fonction, OK, qui va être invoquée à toutes les secondes, qui va faire mon set date. OK, c'est ça qu'on avait la dernière fois.
Là, la problématique, c'est que quand on travaille avec des states, quand on travaille avec des choses avec des hooks, on n'a pas le droit d'invoquer ça de n'importe quelle autre méthode. Les states peuvent seulement être utilisés à l'intérieur de d'autres mécanismes de React. Fait que soit des function components, soit le useEffect qu'on va utiliser ici. Fait qu'on n'aurait pas pu utiliser comme la même méthode avec le setInterval qui ferait juste tick, puis que dans tick on pourrait mettre le setDate, ça ne marcherait pas, parce que ça va sortir de comme les connaissances de qu'est-ce que React sait qui bouge, puis ça va faire en sorte que la mise à jour ne sera pas reconnue par React. Fait que pour être capable de faire ça, pour être capable de dire, OK, je veux avoir une fonction qui est invoquée, puis quand je vais invoquer cette fonction-là, je veux que ça gère quelque chose qui a un état. Je vais utiliser un deuxième hook qui est le useEffect. OK, fait que j'avais le useState, ça me permet de faire des choses. Fait que tous les mécanismes de hook commencent avec use quelque chose. Fait qu'on a le useEffect, OK, qui va me permettre d'écrire une fonction qui va juste exister, puis qui va juste être invoquée une fois quand je construis pour la première fois le component, pas à chaque fois que je le mets à jour. Fait que comment ça marche? useEffect, c'est une fonction, fait que je l'appelle dans mon programme. Puis ce qu'il faut que je donne comme paramètre, c'est une fonction qui va être invoquée. Fait que ce que je peux faire, je peux faire une petite autre fonction. OK. Puis on va l'appeler, mettons, myEffect. OK. Puis là, à l'intérieur, là, je pourrais commencer à utiliser le contenu que j'avais tantôt. Fait que ici, on va pouvoir faire ici notre set intervalle. OK. Puis là, lui aussi a besoin d'une autre fonction. Hein? Fait que ici, on pourrait faire ça de même. Comme ça, mais là, il me faut une autre fonction ici. Là. OK? Fait que là, ici, je vais dire OK, correct. J'ai besoin d'une fonction qui update date, mettons. Hein? Parce que c'est ça que je veux qu'il se passe. Fait que là, je veux utiliser ma fonction setDate. Puis ici, je vais pouvoir mettre new date avec ça à l'intérieur. OK? Fait que là, je mets ici le update date. Fait que ici, on a comme une chaîne de différentes fonctions qui vont être invoquées. Là. Fait qu'ici, je vais dire myEffect. Puis on va avoir quelques problèmes. Là. En ce moment, ça ne va pas tout de suite marcher. Okay? Il va falloir comme gosser un peu pour faire en sorte que ça fonctionne. Fait que quand j'ai ça ici, OK, je vais appeler. Je dis, quand tu commences la première fois, check cette fonction-là, invoque-la pour que ça fonctionne. Puis, en passant, je sais qu'en ce moment, on va pouvoir travailler avec des choses qui travaillent avec les mécanismes d'état. Lui, le but, c'est lui qui va dire fais un update à toutes les secondes, puis à toutes les secondes, appelle cette fonction-là. Puis dans cette fonction-là, c'est là que je vais dire OK, mets à jour la date pour que ça soit une nouvelle date dans mon conteneur date qui va pouvoir finalement être utilisée ici pour mettre à jour notre patente. Fait que la logique de hiérarchie est quand même assez directe en ce moment. OK? La problématique, c'est qu'en ce moment, setDate existe seulement à l'intérieur de clock.
j'ai pas le droit de l'invoquer dans une fonction externe comme ça. OK? Puis c'est là qu'on va utiliser les arrow functions. Fait que là, ce que je vais faire, c'est, à la place d'avoir useEffect ici, OK? Ce que je pourrais faire, c'est prendre le contenu de ça, puis directement le mettre ici. Parce qu'on avait vu qu'une fonction, hein, on avait vu que à la place de faire ça, je pouvais faire quelque chose de même. Hein? Premièrement, on avait vu qu'on pouvait avoir un arrow function qui était assigné à une variable qui devenait, elle, la fonction. On avait vu ça dans le premier cours. Ben là, le principe, c'est qu'à la place de avoir une variable intermédiaire qui sert à rien, okay, que je lui donne un nom parce que je lui ai donné un nom, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre ça ici. Puis venir le mettre ici. OK? Vraiment très lisible, ça. Ça vient avec le temps. OK? Parce que ici, le useEffect, tu vois que c'est un arrow function, puis là, tu vas voir que c'est une nouvelle méthode qui est à l'intérieur. OK? Fait qu'habituellement, ça ressemble à ça. Mais là, ici, on est juste au premier niveau, là. Hein? Parce que cet interval, qu'est-ce qu'il prend, lui? Il prend une fonction. Hein, qui est celle-là ici, qui est la même chose ici. Hein. Je pourrais très bien dire let update date est égal à flèche de cette affaire-là. Puis là, pourquoi j'utilise update date quand je pourrais juste prendre cette partie-là puis dire pas de trouble, ça va être ici. Fastoche. Fait que là, ça fait en sorte que j'ai plus besoin de ceux-là. OK? Fait que ça fait en sorte que ça clean mon code. Puis ça règle mon deuxième problème, en fait, parce que puisque c'est maintenant intégré à l'intérieur de mon useEffect, c'est maintenant déclaré dans le contexte de mon function component et ça a donc accès au setDate. OK? Puis c'est ça la vraie chose, le fun. Et soudainement, si on regarde mon horloge, on a une horloge qui avance dans le temps. Tadam! Fait que le useEffect, OK, si c'est en dehors de votre portée en ce moment, c'est normal. OK? Dans le sens que si ça a été pas extrêmement clair, c'est correct. C'est un des concepts les plus avancés de React. OK? C'est vraiment, on va commencer à voir le principe des arrow functions. OK? Ça va revenir, fait qu'il faut commencer à comprendre. OK? Puis c'est pour ça que je l'ai bien décortiqué aujourd'hui, là, pour bien voir c'était quoi les étapes qui se passaient. Fait que le principe, c'est que j'ai un élément qui utilise le return à l'intérieur. Dans le return, on a le hello date, OK, les éléments. Après ça, la date, comment est-ce qu'elle est gérée? Bien, on veut qu'elle change à chaque seconde. Fait que pour qu'elle change à chaque seconde, on s'est dit, je veux avoir quelque chose qui s'exécute à toutes les secondes. Fait qu'on a le set intervalle qui est à toutes les 1000 millisecondes, puis qui va faire le set date. OK? L'affaire, c'est que pour être capable de faire des sets quelque chose avec le state, il faut absolument que ça soit dans un component, soit dans un useEffect. Le useEffect est justement utilisé pour dire, ben, à mon setup initial, la première fois que le component arrive en jeu, fait ces affaires-là. OK? Fait que la première fois, lui, il va appeler cet intervalle qui va dire, voici une fonction qu'il faut que tu roules à toutes les secondes. Fait qu'à toutes les secondes, cette fonction-là est exécutée. On se rend compte qu'il y a une nouvelle date. Quand il y a une nouvelle date, lui se met à jour.
Mais puisque c'est juste une mise à jour, il ne refait pas le useEffect. Oui, Francisco. Et si le useEffect sert juste pour la première fois, qu'est-ce qui maintient le changement de la date? Fait que ça, c'est à ça que React sert. OK? Dans le sens que... non, je réponds mal à ta question. Le useEffect est fait juste une fois. OK? Fait que qu'est-ce qui est fait juste une fois? C'est le set intervalle. Le set intervalle, son but, c'est de rappeler une fonction à un certain nombre d'intervalles. Donc ici, c'est cette fonction-là qui fait en sorte que c'est appelé à toutes les secondes. Ça, c'est une fonction de comme JavaScript de base. OK. Mais comme pour setter le timer, c'est comme, oui, OK, j'ai une fonction que je sais qu'il faut que j'appelle à toutes les secondes, mais comment je fais pour dire set le timer à toutes les secondes? Il faut que j'appelle cet intervalle. OK. Lui, il l'exécute une seule fois avec useEffect et après... Fait que le set intervalle est exécuté une seule fois, puis le set intervalle dit exécute ça à toutes les secondes. OK. Puis c'est là que le ça, c'est le set date. Tranquillement, tranquillement. Là, je veux vous montrer quelque chose de très intéressant. Fait qu'on a ici notre première useEffect. Donc, on est à l'intérieur du useEffect. On est dans la fonction qui va se faire juste une fois à la première conception de notre component. Fait qu'ici, je vais faire quelque chose de le fun. Fait que je vais faire un console log, je vais mettre NB. OK? Fait que là, si je m'en vais dans ma console, je devrais être capable de voir le NB qui était à 0. Hein? Ça va bien? Fait qu'on peut voir ici que il a été ici. OK. Puis en ce moment, à cause du débogage, il se fait une fois de temps en temps. Là. Je sais pas si on va être capable de le voir avec ça. Ah non, OK. Ici, ça c'est bon. Non, ça va le faire trop vite. On va utiliser un autre... on va revenir tantôt avec les événements. Ça va être plus facile de le voir. Là. Je me le garde pour tantôt. OK. Fait que ça, c'est pas mal qu'est-ce qui se passe avec le principe du state. OK? Fait que dans les choses qu'il faut faire attention, hein? Donc, j'utilise useState. useState a le droit d'avoir une valeur initiale. L'utilisation de useState me donne une valeur directe que je peux lire, puis un mutateur. Je n'ai jamais le droit de modifier directement la valeur. C'est bad, ça va casser des choses. Deuxième chose, j'ai le droit d'utiliser useState ou useEffect, en fait n'importe quel hook, seulement à l'intérieur de function components ou à l'intérieur de d'autres hooks. Là, mettons que tu es dans un useEffect, tu pourrais utiliser un useState et ainsi de suite. Puis c'est pas mal ça pour l'instant. Ouais. Ensuite, on va être capable de travailler sur les events qui va nous donner un autre exemple d'utilisation de state. Fait que on va se créer un petit exemple pour voir comment ça marche. State. C'est ici.
que on a créé un petit component, on l'importe pour que ça soit disponible. Donc, rien de trop fancy. Ici. Ah oui, j'ai oublié le default export. C'est export default. Alright. Donc, on a en ce moment, OK, dans notre app, juste notre clock, puis notre action link qui est ici. Si on regarde le action link, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en ce moment? On a ici un function component, donc qui retourne du JSX, puis on retourne ici juste un lien, OK, A avec un href qui va nulle part. OK, donc la prémisse de base, c'est juste un lien href, puis qui est marqué click me dessus. Click me dessus. Là, qu'est-ce qui est intéressant? Ça va être de voir comment est-ce qu'on gère l'action du bouton qui vient avec. OK? Donc, comment est-ce que j'invoque des fonctions en JavaScript qui viennent avec. Dans les versions HTML, OK, habituellement, tu mettais entre guillemets, OK, l'appel de la fonction. Ça, c'est comment est-ce qu'on faisait avant. En JSX, c'est un petit peu différent. Ce qu'on va mettre, c'est la référence à la fonction entre accolades, donc une évaluation de JSX. Mais ce n'est pas un appel. Okay? Donc, il n'y a pas de parenthèse ici. Puis lui, il va savoir que c'est cette fonction-là qu'il faut qu'il appelle quand on clique sur le bouton. Donc, faire attention, c'est pas du HTML pur, c'est du JSX de React. Donc, le onClick, okay, on l'écrit différemment. Aussi, le onClick est en camel case, okay, fait que ON avec un C majuscule. Puis, on a ici des accolades avec la référence à la fonction. Parfait. Fait que nous, ce qu'on veut faire, bon, on a le onClick. Habituellement, un lien essaie de nous apporter à une autre page. Hein? Ben, souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est canceller l'action normale HTML qui vient avec. Fait que cette méthode-là, c'est une méthode reconnue, okay, de click handler de HTML de base, okay, puis de JavaScript de base. Donc, c'est une fonction qui reçoit un paramètre qui est l'event, puis l'event a les différentes fonctionnalités à l'intérieur. Fait qu'ici, on a la fonction, okay, qui reçoit un paramètre, puis là, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec ce paramètre-là. Dans cet objet-là, on a une méthode qui s'appelle preventDefault, qui va être la plus souvent utilisée en React pour dire « Fais pas ce que c'est supposé de faire, c'est moi qui va gérer tout ce qui se passe quand tu as cliqué ou quand tu arrives ici. » Okay? Fait que le preventDefault va me permettre de ne pas aller à une autre page. Okay? De ne pas suivre le lien normalement. Puis après ça, ici, ben, on a un petit console log qui va me dire des choses. Fait que je clique, j'ai un console log qui apparaît. Fait que j'ai maintenant du JavaScript qui est relié à mon bouton dans React. En passant, hein, puisque on est des super pros de JavaScript, on peut voir ici que c'était une fonction qui était à l'intérieur de ActionLinked. Puis encore une fois, les fonctions, c'est comme des expressions. Fait que j'aurais très bien pu écrire let handle égale parenthèse flèche les informations. OK, ben ici par exemple, le E, il aurait été de ce bord-là. Hein? Donc le handle click, c'est le E qui est ici, puis qui représente ça. Fait que qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que puisque c'est juste une variable, je peux très bien, si cela m'enchante, prendre tout le contenu qui était là, puis dire la fonction que tu vas appeler, c'est une fonction qui reçoit un E, puis qui va faire ces actions-là. Hein? Fait que tout ça, c'est le même programme que tantôt, là.
OK? C'est juste que là, je l'ai crunché ensemble là, dans un arrow function pour que ça soit le plus compact possible. Ce qui est intéressant, c'est que je peux directement voir c'est quoi l'action qui se passe quand je clique dessus. Hein? C'est le fun quand il y a juste un lien. Si je voudrais utiliser cette fonction-là à plusieurs endroits, ce serait peut-être pas une bonne idée, mais tu sais, là, c'est une alternative viable à ça ici. OK, fait que les deux choses, c'est le même programme exactement. Là. Fait que comment est-ce que ça va ressembler quand on mélange les événements et les states? Oh, ici, comme ça. Fait qu'on va regarder un autre petit exemple ici. On va retourner dans notre app. On va se mettre notre ami le toggle en haut. On va l'importer. Point slash. Puis ici, il faut importer aussi use state parce qu'on utilise l'état dans notre toggle. Un S tout seul, ça par rapport. Ça, c'est correct. Dans notre actioning, on va l'enlever. En fait, on n'a pas vraiment besoin. Dans mon clock, j'avais ça ici. On peut enlever ça pour l'instant. C'est pas ici que je vais pouvoir montrer ça. Excellent. Ça, c'est pas grave. OK. Parfait. Fait que, on est prête à regarder ça ici. On a un ami toggle qui retourne un bouton. Hein. Le bouton va avoir à l'intérieur comme texte, dépendamment de l'état courant de isToggleOn, ça va soit dire on, soit dire off. Donc on avait vu l'opérateur tertiaire, ça va regarder est-ce que ça c'est à vrai ou faux, puis si c'est vrai, ça va retourner ça, si ça c'est faux, ça retourne cette affaire-là, avec le point d'interrogation, le 2 points. On a ici le onClick. Donc encore une fois, le onClick dans des boutons JSX, c'est entre accolades, c'est la référence directement, puis à l'intérieur, on a le set isToggleOn qui va prendre l'ancienne valeur, puis dire c'est ça cette nouvelle valeur-là. OK? Fait que si je regarde ici, j'ai mon useState, je commence à true, j'ai ma variable, j'ai mon mutateur, puis tout ça ensemble, ça va faire en sorte que quand je vais cliquer sur le gentil bouton, ça devient à off. Ça redevient à on. Ça redevient à off. Yeah! Ici, un point important. C'est là qu'on peut voir vraiment que les états sont distincts. Si je mets 2 toggles, ben quand je clique sur un, il tombe à off, mais il n'y a aucune incidence sur l'autre. Chacun des composants
a juste connaissance de ces éléments à lui. Dernière chose qui va être intéressante de regarder. Fait que je rajoute ici, okay, pour bien voir le principe du asynchrone. J'ai ici mon handle click, okay, qui va changer ma valeur de mon toggle. J'ai un affichage avant le set, puis j'ai un affichage après le set. Fait que quand je clique sur mon piton on, si je regarde avant le set, c'est à true. Puis après le set, c'est encore à true. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, lui, il a reçu l'information. Avant de cliquer, lui, il l'avait évalué à true. C'était true. Il le montre, puis lui, il reçoit l'information. Et lui, il va faire les processus. Mais après, dans le moment que je clique, le processus est déclenché et à la fin, on va finir pour changer la valeur, mais juste dans ces moments, lui, il continue à true. Mais c'est après, à un certain moment, qu'il va changer à l'intérieur. Exact. Exact. Donc, c'est la partie finale qui est importante, là. Puis c'est ça le principe d'asynchrone. Hein? Donc, quand je dis set de quelque chose avec le state, c'est pas comme une assignation de variable. C'est pas quelque chose d'instantané. C'est, je dis à React, hey, change-le quand tu peux. OK? Fait qu'il le fera pas tout de suite. Il va juste le faire quand ça y tente. Fait que c'est pour ça que ici, les choses qui se passent immédiatement après ne va pas voir la nouvelle valeur tout de suite. OK, ça se passe genre 300 millisecondes plus tard. Pour nous, en tant qu'utilisateurs, quand je clique, on dirait que c'est instantané. Mais ça ne l'est pas. Il va prendre le temps de ramasser plusieurs updates en même temps pour juste faire un rafraîchissement de l'écran, puis que ça soit le plus efficace possible dans le browser. Mais lui, rafraîchit l'écran complet? Non, lui, il va juste rafraîchir les éléments qui ont été modifiés, ouais. Parce que tu avais dit tantôt qu'on rafraîchissait toute la page. Ben, quand on fait le React DOM Render, le initial, là, le principe, c'est que le React DOM Render, tu l'appelles juste une fois, puis c'est ça qui fait en sorte que ton application reste efficace. Notre tutoriel initial, où c'est qu'on faisait juste avec le timer tick, là, lui, il faisait un React DOM Render à toutes les secondes, ce qui faisait en sorte que ça rafraîchissait toute la page, c'était pas efficace. T'sais. Fait que là, on a quelque chose qui... Les éléments. Ouais, vas-y, parce que les éléments qui ne changent pas sont aussi rafraîchis. Exact. OK. Fait que là, on a cette partie-là qui s'ajoute tout seul à toutes les secondes. On a cette partie-là qui change juste quand je clique dessus. On a cette image-là qui bouge par CSS. Plein de choses qui se passent dans cette page-là. C'est magique. Puis par magique, je veux dire des centaines de milliers d'heures d'ingénieurs logiciels. Wow. Ouais. Wow, c'est faire des morceaux de la page comme rafraîchissables sans rafraîchir toute la page. Exact. Pour avoir des applications modernes, dynamiques, sans que le browser devienne l'affaire qui fait en sorte que tu as juste 25 minutes de batterie sur ton laptop. Peux-tu élaborer un petit peu plus sur ça? Comment ça nous aide à faire des browsers comme des vrais le principe, c'est que applications web? Là, ce qui nous manque, hein, c'est d'être capable d'aller chercher des informations de l'extérieur. Okay? Ultimement, c'est ça qui va nous
comme débarrer la clé du Web 2.0. Là, ce que ça nous permet, c'est d'avoir des pages qui sont complètement réactives. Okay? Si je voudrais faire genre un jeu de tic-tac-toe en ce moment là-dedans, je pourrais, là. Hein, parce que j'ai des boutons, j'ai des états, j'ai de la logique en JavaScript, OK? Puis j'ai ça tout à l'intérieur d'une seule page qui n'a pas besoin de changer de page HTML. Là. Tout se passe à l'intérieur de mon single web app. Là. Fait que je suis capable de faire une application sur le web en ce moment. Et la logique applicative, ça serait dans React ou dans JavaScript? Tu pourrais l'avoir purement en JavaScript. Tu sais, tu pourrais avoir comme un dossier modèle ou un dossier comme fonction. Tu sais. Puis tu peux les importer puis juste les appeler quand tu en as besoin. OK. Après ça, le niveau de données, ben ça c'est aussi géré par React. OK? Quand tu as des structures de données qui sont imposantes, OK? Il y a des librairies additionnelles que tu veux rajouter pour être capable de faire une meilleure gestion de la logique de où les données sont, qui c'est qui a le droit d'accéder aux données, comment est-ce que je fais pour modifier mes structures de données, et ainsi de suite. Il y a des librairies comme Redux qui te permettent de faire une meilleure gestion de comment ça marche les données derrière. On va aller voir un élément qui va nous aider avec le devoir d'aujourd'hui. Premièrement, on va vous linker le petit devoir. Fait que comme d'habitude, c'est sur GitHub Classroom. Donc, le devoir de base, c'est d'être capable de créer une espèce de clicker. Okay, donc, c'est un problème initial de React très commun. Fait que le principe, c'est que je vais vouloir avoir un component. Faire attention ici, le test qui est inclus, il s'attend à ce que le component s'appelle clicker avec un C majuscule au début. Okay? Sinon, le test ne marchera pas. Fait que faire attention avec ça. Fait que le but, c'est d'avoir dans la page un compteur avec un bouton qui va me permettre... Attends, je vais repartir mon petit GIF. Avec un bouton qui va me permettre d'incrémenter le compteur, puis un bouton qui va me permettre de resetter le compteur. OK? Fait que ça va nous faire travailler avec les principes de state dans un component qu'on inclut dans une application. Là ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais les Python, ils sont très beaux comparés au Python normal. Parce que on va utiliser la librairie Bootstrap pour être capable d'avoir des boutons qui sont plus beaux. Si je vous parle de la librairie Bootstrap, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça m'a dit que je n'ai pas eu le temps la dernière fois avec l'étudier. Mais on sait qu'est-ce que c'est de nom. Hein? C'est une librairie CSS. Oui, mais tu n'es pas inclus dans le contenu du cours. C'est comme facultatif. Fait que le principe, c'est que Bootstrap, c'est une librairie CSS qui te permet de facilement créer des composants qui sont intéressants pour tes affaires. Fait que ici, mettons, on s'en va. Des boutons, OK. Je peux créer des boutons avec des classes CSS automatiques. Mais ça, c'est beaucoup trop de code pour nous, OK, développeurs du web moderne. Nous, on veut quelque chose d'encore plus facile que ça. Fait que ce qui existe, puis qu'est-ce qu'il y a beaucoup, puis une des plus grandes forces de React, c'est sa communauté externe, okay, qui nous permet d'avoir plein de librairies, plein de versions de composants que je peux utiliser facilement. Fait que nous, ce qu'on va utiliser, c'est React Bootstrap.
Donc, React Bootstrap me permet d'avoir des components React qui vont automatiquement être des éléments qui utilisent la librairie CSS de Bootstrap. Fait que dans le devoir que je vous ai donné, il est déjà inclus à l'intérieur. Fait que quand tu t'en vas aller voir le app, là, okay, il est déjà setupé pour avoir le bouton de type Bootstrap. Fait que tu fais ton npm install, puis tout va bien fonctionner. Là, ici, je vais juste le faire avec vous, voir comment est-ce qu'on pourrait ajouter une librairie additionnelle. Fait que le principe, c'est qu'on va vouloir installer la librairie à partir de npm. Hein, puis l'inclure dans notre projet. Fait qu'ici, on va l'inclure dans notre projet. Donc, pour l'instant, on va fermer notre serveur. Puis, on va aller chercher la librairie de Bootstrap, puis la librairie de React Bootstrap pour qu'on puisse les importer dans nos projets. Fait que tu peux faire un npm install avec la librairie, puis ça va tout télécharger, okay, dans le dossier de ton projet. Quand tu vas travailler avec, ici, puisque c'est une librairie CSS, il faut importer la librairie CSS dans notre application. Donc ça, c'est ici, c'est dans le Get Started. Là, tu lis puis tu suis ce qu'ils te disent de faire. Là. Ici, dans notre app.js, on peut facilement importer la librairie CSS. Puis après ça, quand vient le temps, mettons ici dans mon toggle, là, si j'aimerais ça que mon bouton soit quelque chose de plus le fun, ben, il va falloir que j'importe le component. Puis que j'utilise ce component-là à la place du mien. Là, pour savoir que c'était button, ben ici, dans la librairie de React Bootstrap, j'ai des exemples, ok, mettons des boutons. Je peux aller voir les boutons, puis là, je peux aller voir, ben, c'est, ok, bouton avec un grand B. Ou si je veux des outline buttons, je peux mettre button avec variante outline primary. Si je veux des buttons avec des tags, ok, je peux faire le button avec un href. Si je veux, je sais pas moi, des jumbotrons, ok, avec une grosse affaire à l'intérieur. Si je veux des spinners, ok, on peut avoir ça. Donc, plein de components que je peux directement ajouter à ma page. OK? Puis le code qui vient avec ça. On peut voir ici que c'est toutes des choses qu'on reconnaît. Là. OK? Donc, on peut voir ici, on a une fonction qui est un functional component qui retourne un component avec différentes props, puis à l'intérieur d'autres components. OK? Donc, tout ce que on reconnaît tous les éléments. On ne sait pas spécifiquement qu'est-ce que ça fait le overlay trigger, on ne sait pas spécifiquement ce que ça fait le bouton, mais le principe, c'est qu'il faut juste être capable de les reconnaître puis d'être capable de les utiliser sans... Parce que le principe ici, c'est que la librairie est déjà faite. Là, hein? Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, la librairie. Je n'ai pas besoin de comprendre tout le code derrière. De la même manière que quand tu utilises en Java systemout println, tu ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans le code de println. Là. Toi, tu es juste capable de l'utiliser. C'est bien en masse pour toi. OK? Fait que tu peux aller facilement chercher des librairies pour te faciliter la création d'éléments dynamiques sur ton site web. On se donne quelques instants pour être capable de finir l'installation. Vas-y, t'es capable. J'ai confiance en toi. Fait que pendant ce temps-là, on va parler du petit devoir. Fait que dans le devoir, pour ceux qui trouvent que c'est trop facile en ce moment, on a un extra disponible dans le devoir. Donc, si tu te rends à notre premier GIF, ok, où c'est que tu peux cliquer, tu peux reset, ça te donne le compte, t'es golden. Mais si tu as fini dans 20 minutes, on a un deuxième extra ici qui te demande d'utiliser dans la librairie Bootstrap le grid qui te permet d'avoir une application qui est c'est quoi le mot? Réactive?
qui bouge selon la taille de ton browser? Responsive. Donc, on va avoir un site web responsive qui, quand tu deviens trop petit, ça devient, OK, sur des lignes à la place de des colonnes. Fait que t'es pas nécessairement obligé de le faire exactement comme il est ici, mais tu sais que ça ressemble à ça ou que ça change dépendamment de la taille, tu sais, c'est ce que je m'attends que vous soyez capable de faire dans l'extra. Fait que là, si on fait juste confirmer que notre bouton est maintenant un bouton qui est beau et magique dans notre application. Tu dis, pour la deuxième partie, c'est si la taille de la fenêtre est plus petite, donc les boutons vont être organisés verticalement, c'est ça? Ouais, ici, si on redimensionne, ça devient comme... OK. Et ici, il manque un petit quelque chose. Et voilà, j'avais pas savé. Fait que ici, on peut voir, j'ai maintenant des merveilleux boutons d'un bleu qui me permet de mieux voir les boutons puis d'être beaucoup plus content de comment ils sont. Excellent. Fait que moi, je vais mettre sur le site de cours tous les petits exemples qu'on a fait aujourd'hui. OK, donc le toggle, le clock, le action link, pour que vous puissiez les référencier. Avez-vous des questions d'ordre général avant que je vous laisse à votre construction de clicker? Non, non pour moi. Excellent.